Bonjour, comment allez-vous? Ah, je vais peut-être mettre, je crois que ça peut être une bonne idée. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue sur cet espace de psychanalyse pour tous, un espace de diffusion de la psychanalyse, de certains concepts. D'ailleurs, aujourd'hui, nous allons voir un concept et un mécanisme de l'appareil psychique qu'on appelle le refoulement. Bienvenue à tous. Alors j'aime bien prendre le truc ici. Je vais faire ça. Ok, hop. Voilà. Bienvenue à tous. Alors vous savez que cet espace de diffusion de la psychanalyse qui existe déjà depuis, je crois que nous avons commencé en 2019, c'est-à-dire que ça va faire plus de 5 ans que nous faisons des directs réguliers sur Facebook et d'autres plateformes. Alors, on va regarder Marilyn. Bonsoir. Bonsoir Marilyn. Donc, voilà. Nathalie, bonsoir. Et Martine, bonsoir. Alors, je vais essayer de faire comme ça pour voir. Alors, on fait comme ça, pour voir si ça marche. Bon. Donc, bienvenue à tous. Serge, bonsoir. Donc, nous allons arriver petit à petit. Donc, je m'appelle Clémence Lonis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Donc, comme vous le savez, cet espace est un espace de diffusion de la psychanalyse. Olivier, bonsoir Olivier. Et Féti, bonsoir. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir l'importance qui est en jeu pour chacun d'entre nous du travail de diffusion de la psychanalyse. C'est-à-dire que nous travaillons comme psychanalystes, le travail de diffusion de la psychanalyse fait partie du travail du psychanalyste. Et donc, Iman, bonsoir. Vous pouvez, vous aussi, participer en partageant cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Nidal, bonsoir. Assi, bonsoir. D'accord? C'est-à-dire que nous fassions tous partie de ce travail qui est essentiel, important pour vous, pour moi et pour tous ceux qui vont avoir accès à cette vidéo. Myriam, bonsoir. Sabrina, bonsoir. Donc, vous savez que c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde. Donc, vous pouvez aujourd'hui avoir l'opportunité d'une générosité de partager cette vidéo sur vos réseaux. Et donc, aujourd'hui, nous nous sommes proposés de parler de ce mécanisme, comme je disais, bonsoir Serge, de ce mécanisme et de ce mécanisme, et c'est un mécanisme, et c'est aussi un concept qu'on appelle le refoulement. Le refoulement qui est un concept en psychanalyse, un concept fondamental, ou le concept, on peut dire aussi, central. Toria, bonsoir. Vidovic, bonsoir. Central dans le sens où tout va commencer par, justement, la première action. Michel, bonsoir. La première action de ce mécanisme. Tout va commencer par ça. Varda, bonsoir. Et donc, bien évidemment, c'est un concept essentiel. D'abord, puisque c'est ce mécanisme ou ce concept qui va rendre possible la distinction entre ce qu'on appelle l'inconscient et le conscient. C'est-à-dire que le conscient et l'inconscient, l'appareil psychique, va être fondé à partir de cette première division, Siam bonsoir, qui va avoir lieu donc lors de cette première division, qui est la division a lieu grâce à cette mise en place du refoulement. Claire, bonsoir. Donc la psychanalyse s'attache à l'étude de l'inconscient refoulé. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant de rappeler régulièrement, c'est-à-dire que quand on parle
d'inconscient, on ne parle pas de tous les inconscients. La psychanalyse s'occupe en exclusivité, Christiane, de l'inconscient refoulé. Ça n'intéresse pas tous les inconscients. L'appareil, on va dire que l'être humain est beaucoup plus de choses que cet appareil psychique. Il y a beaucoup plus, non, il y a d'autres, on va dire, il y a d'autres inconscients, mais l'inconscient qu'étudie la psychanalyse, c'est exclusivement l'inconscient refoulé, Nadia. D'accord? L'inconscient refoulé. Et puisqu'il existe un inconscient qui n'est pas refoulé, mais, Nadia, bonsoir, que la psychanalyse ne s'occupe pas de cet inconscient qui n'est pas refoulé. Elle s'occupe en exclusivité de l'inconscient refoulé. Et ce que nous connaissons de cet inconscient refoulé, ce qui arrive dans la conscience de cet inconscient qui a été refoulé, donc la mise en place de ce mécanisme qui s'appelle le refoulement, et va faire que, Anne, bonsoir, que les effets de l'inconscient qui vont arriver dans la conscience sont ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire ces phénomènes qu'on appelle les made in inconscience, c'est-à-dire que il y a la participation de l'inconscient pour la fabrication des symptômes, des rêves, des oublis, des lapsus, des actes manqués, non, et des maux d'esprit. Donc ça, ce sont les éléments qui vont apparaître dans la conscience où il y a participation de l'inconscient directement. Et ce sont, oui, les effets de l'inconscient dans la conscience. Alors, ce qu'on va voir, c'est que c'est à travers la méthode d'interprétation, qui est la méthode qu'utilise la psychanalyse, la méthode d'interprétation en transfert, qu'on va pouvoir dévoiler le désir inconscient refoulé, qui est à l'origine de ces manifestations dans la conscience. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que quand le patient vient en séance et qu'il parle, et même quand il arrive à l'association libre, ce n'est pas pour ça qu'il va arriver à l'inconscient. C'est-à-dire que, rappelez-vous que on a dû voir à un moment donné que dans l'inconscient, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas l'inconscient est structuré comme un langage, mais il n'y a pas de mots. C'est un langage, mais il n'y a pas de mots. C'est-à-dire que c'est une impossibilité du sujet de traduire par des mots son inconscient. C'est pour ça qu'il va falloir obligatoirement la participation d'un psychanalyste avec cette possibilité d'interprétation pour transformer l'inconscient, pour le faire venir en conscient. Grâce à quoi? Grâce à l'interprétation. Donc, et Sandrine, bonsoir. C'est-à-dire que c'est donc à travers la méthode d'interprétation que l'on va dévoiler le désir inconscient qui était refoulé et qui était l'origine des manifestations dans la conscience, des manifestations de ces phénomènes made in inconscient. Nadine, bonsoir. Et ce qui est refoulé, comme vous le savez, bien évidemment, ne disparaît pas. Tout ce qui a été refoulé ne va pas disparaître. Il continue à exister et en plus, interprétation, qu'est-ce qu'on entend par interprétation? L'interprétation, c'est dévoiler le désir inconscient. C'est-à-dire que à partir de l'écoute du psychanalyste, du discours et de l'association libre du patient, il va y avoir interprétation qui va mettre, on va dire, Rim, bonsoir, qui va mettre, qui va souligner, qui va, Jean, bonsoir, qui va lire, interpréter, lire le désir inconscient qui est en jeu par rapport aux éléments que nous donne le patient. Et donc, on dit que ce qui est refoulé ne disparaît pas. Et c'est pour ça que ça, c'est un élément qui est très important. Ce qui est refoulé ne disparaît pas. Donc, non, il continue à exister dans l'inconscient et en plus, il va continuer à s'organiser dans l'inconscient et de chercher des manières de pouvoir s'exprimer. Parce que dans l'inconscient, ce qu'il cherche, c'est pouvoir s'exprimer. Fabriquer des oublis, des maux d'esprit, des symptômes, des rêves, et qu'il va toujours essayer de vouloir s'exprimer.
Rappelez-vous qu'une des premières définitions que Freud nous donne de l'inconscient dans l'interprétation des rêves, dans son premier livre scientifique de la psychanalyse qui est l'interprétation des rêves, il va présenter l'inconscient comme que l'inconscient ne calcule pas, ne juge pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est s'exprimer. Il va toujours chercher à s'exprimer. Donc, où on lui ouvre la porte directement, on va dire, mais ça n'existe pas directement. Pour l'inconscient, il n'y a pas de porte directement. Il y a toujours le refoulement, en fait, on va voir que le refoulement participe tout le temps. C'est un mécanisme qui participe, Marie-Thérèse, bonsoir, qui va participer tout le temps. Donc, on dit que c'est donc la conscience qui connaît, et pour que le sujet apprenne, quand on dit que la psychanalyse est un instrument d'autoconnaissance et d'autotransformation, c'est-à-dire c'est grâce à ce travail que, et en fait, ces informations, on va dire, ces éléments de l'inconscient vont passer à la conscience. Et donc c'est comme ça que le sujet va apprendre à se connaître et à partir de là à passer à l'autotransformation. Féti, à quelle étape d'enfance commence le mécanisme de refoulement? C'est au moment du complexe d'Oedipe. Au moment du complexe d'Oedipe que va avoir lieu ce refoulement primordial, ce refoulement qui va être à l'origine donc de la production de cet appareil psychique et qui va fonder la conscience, l'inconscient et le préconscient. Alors, c'est-à-dire que la seule voie d'accès à l'inconscient est celle de l'interprétation psychanalytique. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir accès à l'inconscient si ce n'est par l'interprétation psychanalytique. Sinon, je pense qu'il n'y a pas de différence. Si je pense qu'en parlant, je peux dire quelque chose de mon inconscient, c'est-à-dire que je ne fais pas de différence entre le conscient et l'inconscient. Ou simplement que je le dis en n'ayant pas conscience. Non. Il n'y a pas de mots dans l'inconscient. Donc, pour pouvoir mettre des mots dans d'interpréter le désir qui est en jeu, puisque en fait, tout ce qui va être refoulé, ce sont des désirs. Non, quand on dit que le premier refoulement qui va avoir lieu est à partir du complexe d'Oedipe, c'est-à-dire c'est au moment où il va falloir renoncer à ses premiers objets d'amour, et on va renoncer comment? En refoulant. En refoulant, oui. Hakim, bonsoir. Donc on va voir... Et donc, on va parler... Alors, premièrement, souligner que bien évidemment, quand on parle de refoulement, c'est un mécanisme qui se met en jeu et aussi qui est inconscient. Nous n'avons absolument pas conscience que nous avons utilisé ce mécanisme. Nous ne savons pas non plus le matériel. Alors, nous pouvons le savoir de façon théorique, mais nous ne le savons pas de façon... nous ne vivons pas, nous ne nous rendons pas compte quand est-ce que nous refoulons, quand est-ce que nous avons refoulé, quand, comment, pourquoi. Parce que en plus, c'est quoi la différence entre le refoulement et la répression? Moi, je ne fais pas, ici, comme maintenant, je ne fais pas de différence. Annie, bonsoir. On va dire qu'on va parler de refoulement, puisque vous êtes plus habitués à cette terminologie. Et donc, on va parler d'un refoulement primordial qui va fonder l'appareil, mais une fois qu'il fonde l'appareil, donc il y a un matériel qui a été refoulé, ce refoulement doit continuer à agir pour maintenir le matériel refoulé, pour le maintenir refoulé. Il n'est pas question de lui ouvrir la porte, donc il y a toujours une force en nous qui travaille pour maintenir ce matériel refoulé. Alors ce qui se passe, c'est que quand les névrosés ont tendance à beaucoup utiliser ce mécanisme, parce que c'est un mécanisme névrosé dans le sens où le sujet a des difficultés à accepter ses propres désirs. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va régulièrement utiliser le mécanisme du refoulement, et on va y avoir ce qu'on appelle le refoulement secondaire. Donc il y a le refoulement originaire, non, qui va produire l'appareil psychique, qui va fonder. Est-ce qu'on peut dire que les rêves sont des désirs refoulés?
après interprétation, Hakim. Après interprétation. Non, Freud le souligne bien dans l'interprétation des rêves. C'est-à-dire que effectivement, les rêves sont des désirs refoulés, mais après interprétation. Sinon, un rêve qui n'est pas interprété, c'est rien. Non, c'est rien, on va dire. Ça n'a pas pour la psychanalyse, c'est rien. Alors, on disait donc qu'il y a cette deuxième, ce deuxième refoulement qui va rentrer en jeu et qui va continuer donc à s'activer à chaque fois qu'il y a un élément qui va rentrer, qui va être présent d'une manière ou d'une autre, ou qui vient de l'extérieur, ou qui est à l'intérieur de l'appareil, c'est-à-dire que même en fantasmant, on peut mettre en marche face à des idées, bonsoir Swad, donc à des fantasmes, on va dire, par rapport à des fantasmes et des fantasmes inconscients, il peut y avoir directement, Rachid bonsoir, le mécanisme du refoulement qui va se mettre en jeu. Et ce mécanisme va rentrer en jeu à chaque fois que ces éléments, ces fantasmes ou ces choses qui viennent de l'extérieur, de la vie extérieure qui se présentent, ont une relation avec le matériel qui est déjà refoulé. Donc au plus il y a du matériel refoulé, au plus j'ai de chances que tout ce qui m'arrive ou tout ce que je peux fantasmer est en relation avec ce matériel. Donc en fait, au plus je refoule, au plus j'ai tendance à refouler, et au moins c'est facile, au plus je réduis ma vie. Directement, on va dire, non? Au plus je réduis ma vie dans le sens où, à chaque fois, je refoule de plus en plus, non? Rita dit, le refoulement prend toute sa dimension avec le complexe d'Oedipe. Mais avant cela, on parle souvent d'un inconscient primitif ou archaïque, moins organisé, mais bien actif. Mais cet inconscient, non, on ne s'intéresse pas à cet inconscient avant le complexe d'Oedipe. D'accord? La psychanalyse s'intéresse à ce conscient, à cet inconscient refoulé. Je répète, c'est important. Non? Après, il peut y avoir d'autres disciplines qui vont s'intéresser à tout type d'inconscient, l'inconscient, avec la télépathie ou avec d'autres pouvoirs que peut avoir l'être humain. Mais ça, c'est pas quelque chose dont s'occupe la psychanalyse. La psychanalyse s'occupe exclusivement de l'inconscient refoulé. Refoulement et le tempestant de la représentation. Donc, hello Pops, bonsoir. Donc, je comprends pas. Donc, ce qui se passe quand il y a un matériel quand on va refouler par exemple une émotion. Donc, quand on refoule une émotion, on refoule pas simplement le sentiment. D'ailleurs, Freud il va dire, le sentiment on ne le refoule pas. Il va être déplacé sur quelque chose. Ce qu'on va refouler, c'est la représentation. Donc, comme on parlait la fois dernière de cet exemple, Lila bonsoir, cet exemple qui est très facile, on va dire, et dans le sens où cette jeune fille qui écoute une phrase qu'elle ne supporte pas, et donc au lieu de répondre à cette phrase, au lieu de prendre conscience de cette phrase, elle la refoule, et donc l'affect, il va y avoir, non, comme dans le cas de l'hystérie, cet affect qui ne peut pas être refoulé, l'affect ne va jamais être refoulé, il va se déplacer sur la conversion, sur une situation, sur un élément somatique du corps. Et par exemple, après, il y a cette image classique où il va y avoir une paralysie d'une partie du visage, parce que en fait, cette phrase, c'était pour elle comme une claque dans la figure, non? Bibi, bonsoir. Donc, c'est ça qui va être intéressant de voir, c'est qu'il va y avoir, avec le refoulement, il va y avoir la division entre l'affect et la représentation. C'est-à-dire qu'on refoule la phrase, mais pas l'affect, pas le sentir, pas l'émotion, pas le... Ça va se déplacer. Bon, ça va se déplacer sur autre chose. Alors, c'est pour ça qu'on va dire que est-ce grave de trop refouler? Bah oui, parce que comme je dis, après, c'est grave. Ça dépend dans tous les cas, non? On va dire que ça dépend dans chaque cas de chaque personne, mais disons que le refoulement est un des destins de la pulsion. La pulsion a 4 destins possibles, et entre autres la sublimation, où justement c'est un destin de la pulsion où il n'y a pas de participation du
refoulement. Et donc, c'est le destin de la pulsion le plus sain pour le sujet. Mais pareil, le sujet ne décide pas exactement quels sont les éléments qu'il va utiliser. Donc, quel est le mécanisme, quel est le destin de la pulsion qu'il va utiliser. Sinon, que s'il a tendance à refouler, ben, il a tendance à refouler. Comme je dis, donc après, il y a du matériel refoulé qui s'accumule, et à chaque fois qu'il y a quelque chose, non, on dit par exemple que s'il y a quelque chose qui est arrivé en 2024 que j'ai refoulé, ben des fois, pour éviter d'être en contact avec cet élément que j'ai refoulé de 2024, je refoule tout ce qui s'est passé en 2024. Et du coup, pour être sûr de ne pas avoir un contact avec des représentations qui sont en relation avec 2024. Et donc, tout est refoulé. Il y a toute une partie de ma vie que... et effectivement, genre, c'est-à-dire qu'après, le refoulement, c'est-à-dire que c'est pour ça que dans le travail analytique, il va y avoir ce qu'on appelle les résistances. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand on travaille et que au plus on se rapproche quand on se rapproche de ce matériel qui est refoulé, c'est là où vont s'établir et se manifester les résistances. Et rappelez-vous que Freud nous dit de façon théorique, tous les éléments qui viennent s'opposer à la réalisation du travail analytique doivent être lus comme une résistance. Quel que soit l'élément que le sujet va présenter, c'est-à-dire quelle que soit l'excuse, que c'est toujours, quelle que soit la formulation que le patient va présenter pour dire voilà je suis pas venu en séance, ou je ne peux plus continuer parce que j'ai pas d'argent, ou parce que ceci ou parce que cela, quel que soit, ou le silence, parce que le silence aussi est considéré comme une résistance, bien évidemment, non, ne pas réussir à parler. Alors le silence aussi, c'est un élément qui peut vouloir dire autre chose, mais disons que tous les éléments qui vont faire obstacle à la réalisation du travail, c'est-à-dire quand le sujet n'arrive pas à associer librement, hein, quand il arrive régulièrement en retard à ses séances, bon, tout ça, ce sont des résistances. Alors la résistance, bien évidemment, va toujours avoir lieu. Vous vous rappelez, on avait déjà parlé, c'est-à-dire que les résistances vont participer au travail analytique. C'est pour ça qu'il y a un certain temps d'un travail à faire, parce que, en fait, à chaque fois qu'il y a un élément qui se rapproche de ce matériel qui a été refoulé, boum, s'établit une résistance. Donc la résistance va faire partie du jeu. Nous savons qu'il y a obligatoirement ces manifestations qui vont, bonsoir Anne, joyeux anniversaire, et donc obligatoirement il y a ces choses qui vont se manifester. Donc, où on intellectualise tout son discours. Ben, si on intellectualise tout son discours, non, c'est comme si on disait l'inconscient n'existe pas, l'inconscient n'existe pas. Non, parce qu'il ne s'agit pas d'intellectualiser le discours, sinon qu'il s'agit d'apprendre à se laisser parler, à le transfert comme résistance. Donc, effectivement, le transfert peut être un élément, mais rappelez-vous aussi que c'est un élément, donc le transfert a cette double lame, on va dire, d'un côté, ça peut être une résistance, et d'un autre côté, c'est l'élément qui va favoriser le suivi d'une psychanalyse. C'est-à-dire que c'est parce que nous sommes sur le terrain du transfert que la psychanalyse va pouvoir se faire. C'est parce qu'il va y avoir la possibilité de l'interprétation. Bonsoir Christine, c'est-à-dire que tant que le transfert n'est pas établi, il n'y a pas d'interprétation possible. Cognitif analogique. Donc, alors, quand en fait, on va voir, parce que par exemple, il y a sur certaines somatisations du sujet, on va voir que ça peut être le résultat d'émotions qui ont été refoulées. Ça peut être, ce n'est pas obligatoirement à chaque fois, il faut écouter le patient pour voir s'il s'agit de ça ou pas. Non et, et parce qu'en fait, tout ce qui va apparaître, tout le matériel, c'est pour ça que la psychanalyse, c'est quelque chose qui est intéressant quand
on prend ces séances et qu'on apprend à parler et qu'on parle de plus en plus librement, comment peut-on diminuer les résistances? En se psychanalysant. En se psychanalysant et surtout en acceptant que il y a des résistances qui vont se manifester, bien évidemment. Ça fait partie du jeu. C'est pas possible autrement. Donc les résistances sont là, donc il faut les accepter, mais pas se laisser gagner par les résistances. Parce que ce qui se passe, c'est que après le sujet est persuadé que ce qui lui arrive, c'est vrai que quand il dit qu'il n'a rien à dire, que réellement il n'a rien à dire. Donc c'est pas évident, c'est pas évident. Fatima, bonsoir. Donc, mais je disais que pour ce qu'il y a de bien dans la psychanalyse, c'est qu'on apprend à parler un petit peu plus librement. Et en apprenant à parler plus librement, en fait, sans s'en rendre compte, il y a des choses qu'on va dire qu'on va éviter de refouler. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est refoulé est refoulé. Donc après, on a besoin de l'interprétation psychanalytique pour le remettre dans la conscience et donc de pouvoir se rendre compte de ce qui nous arrive. Mais une autre chose, c'est surtout qu'on va apprendre à cesser de refouler tout le temps. C'est de ça dont il s'agit. Parce que comme on a un espace où on peut dire tout ce qui nous passe par la tête, on peut apprendre à dire tout ce qui nous passe par la tête, parce que ça ne vient pas d'un coup. Et comme dit Freud, le saut du psychique dans le somatique en parlant de la conversion. Exactement. D'accord? Donc, mais ce qui va être en jeu, donc, c'est que il y a certaines choses pour le sujet qui ne sont pas compatibles avec ces principes de la morale. Que la morale, c'est un élément, comme on a déjà vu, qui a été établi au moment de la constitution du complexe d'Oedipe et qui a été établi pour comme barrage de cette sexualité infantile, non, c'est-à-dire la sexualité infantile que nous avons dû refouler. Non, comme j'ai l'habitude de donner l'exemple de ces petits enfants qui se promènent tout nus partout, nous avons dû abandonner ce plaisir que nous avions à nous promener tout nus partout. Bonsoir Sonia. Donc, qu'est-ce qu'il dit Touria? Résistance ou s'évader de répondre? Résistance. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir que ce barrage qu'est la morale, c'est-à-dire que pour pouvoir renoncer, pour pouvoir nous civiliser et renoncer à tous ces plaisirs que nous avions sur cette première partie de notre enfance, pour nous aider à renoncer à tout ça, il y a ces mécanismes, ces barrages qui vont s'établir, la pudeur, la honte, la morale, par exemple, qui vont s'établir pour nous aider. Mais tout ça, c'est intéressant et ça se met en place, mais dans la première enfance. Après, ça s'éternise des fois sur l'adolescence. Mais après, à l'âge adulte, tout ça, ça devrait disparaître. Mais la morale, on devrait pouvoir travailler un peu notre morale qui, parfois, nous empêche non seulement de vivre certaines choses, mais en plus, nous favorise le refoulement. Est-ce que le refoulement est le seul mécanisme inconscient ou il y a d'autres mécanismes inconscients qui maintiennent le matériel inconscient? Disons qu'il y a d'autres types de mécanismes. D'autres types de mécanismes, non, on va parler de la forclusion, mais c'est ou de la négation. Il y a d'autres mécanismes qui vont rentrer en jeu, mais qui peuvent rentrer en jeu, on va dire, mais qui sont différents. Donc, ce n'est la forclusion, ce n'est pas comme le refoulement. Est-ce qu'on peut déterminer ce qu'on a refoulé à travers l'interprétation des rêves? Effectivement, c'est une possibilité. D'accord? À travers l'interprétation des rêves, on peut mettre des mots, en fait, sur ces désirs. Sur ces désirs refoulés, on peut mettre des mots. Et ces mots, on va dire, Frédéric, bonsoir, ces mots, ce sont les mots de l'interprétation. Alors, on peut dire que, attendez, j'ai pas vu, est-ce qu'on peut dire le refoulement produit l'inconscient, la résistance le garde inconscient? Bon, pourquoi pas, Rita? Le refoulement produit l'inconscient, mais le refoulement primordial. Après, ce qui maintient et qui garde les éléments inconscients, c'est encore le refoulement. Non, c'est le refoulement. La résistance,
on va dire, c'est une barrière qui dit non, non, ne vous approchez pas, ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Alors, ensuite, on va dire, est-ce qu'on peut déterminer ce qu'on a refoulé? Bonsoir Frédéric, on peut dire nanana. Et Khada, bonsoir. Donc, il faut apprendre à moins refouler. Mais il faut apprendre à s'analyser, Serge, pas à moins refouler. On ne peut pas, ce n'est pas une décision, on ne peut pas décider de moins refouler. Moi, je vais décider de moins refouler, comment vous faites? Non, c'est un mécanisme inconscient, nous ne nous rendons pas compte quand nous refoulons. Ce que nous pouvons faire, c'est nous analyser et apprendre à parler et à venir parler. Alors, donc c'est-à-dire que on va voir que l'être humain a tendance à refouler à chaque fois qu'il y a la présence d'un déplaisir, à chaque fois qu'il y a des éléments, hein, on va dire des éléments, donc on parlait de la morale, ou on parlait de certaines choses qui vont l'éloigner de son idéal. Tout ça, ça peut provoquer le refoulement. Hein. On va dire... Et puisqu'en fait, à chaque fois qu'il y a un contenu qu'il y a cette énergie de l'inconscient qui va vouloir s'exprimer, qu'est-ce qui décide le refoulement, le moi ou le surmoi? Alors on va voir que c'est le moi, hein, c'est le moi. Alors peut-être sous les ordres du surmoi, puisque celui qui est très moral, c'est le surmoi qui lui dit attends, pas question de désirer ça. Hein, c'est le surmoi qui vient dire au sujet pas question de désirer ça, tu n'as pas le droit, c'est interdit. Donc, ce que je ne comprends pas, car il faut abandonner notre sexualité infantile, et paradoxalement, vous nous dites que cette sexualité va nous accompagner toute notre vie. Mais cette sexualité va nous accompagner toute notre vie, mais elle doit être inconsciente. Elle doit être inconsciente. Donc, quand on dit que la sexualité adulte, c'est notre sexualité infantile, mais à condition d'être refoulée. D'accord ? Alors, on va voir, mais le refoulement est aussi une protection. Le refoulement est un mécanisme de défense, mais de défense des propres désirs du sujet. Bonsoir Marie-Laure. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui convient, ça veut dire que si on utilise le mécanisme de refoulement, ça veut dire qu'il y a des désirs en moi que je ne tolère pas. Je ne tolère pas désirer telle chose ou telle autre. D'accord? Alors, mécanisme de protection de quoi? De mes propres désirs. Je veux me protéger de mes propres désirs. Et en fait, c'est ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Mais mes désirs ne sont pas quelque chose qui sont dangereux. Ce ne sont pas quelque chose qui va où ma vie est en jeu. On appelle mécanisme de défense dans le sens où il y a des désirs que le sujet moralement ne tolère pas. Il a ses propres désirs qu'il ne tolère pas, donc il va mettre en marche. Non, c'est ce refoulement. Mais en fait, désirer quelque chose, ça ne veut pas dire le faire. Il y a une grande différence entre voilà, je désire en finir avec telle personne, et une autre chose, c'est passer à l'acte. Ça n'a rien à voir. Mais c'est que pour l'appareil, le désirer ou le faire, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a le mécanisme de refoulement qui va se mettre en marche, simplement parce que le surmoi, qui est attentif à tout ce qui se passe dans l'appareil, va détecter qu'il y a un désir qui est considéré immoral. Refoulement primaire et refoulement secondaire, c'est quoi la différence? C'est ce qu'on disait, le refoulement primaire, c'est celui qui va fonder l'appareil. Le refoulement secondaire, c'est celui qui va continuer à travailler et à maintenir, il continue à travailler et à refouler des éléments. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut penser que c'est l'appareil psychique qui ne tolère pas le déplaisir, les choses désagréables. Bonsoir Nathalie, non, les choses désagréables. Les choses désagréables, l'appareil psychique ne le tolère pas. Rappelez-vous que au départ, l'appareil psychique, il commence à évoluer en disant qu'il cherche la seule chose, c'est le principe de plaisir, c'est-à-dire la diminution de la tension dans l'appareil.
C'est-à-dire le moins, ce que beaucoup de gens appellent la tranquillité. Je vais une vie tranquille. Non, ça c'est. Donc, c'est ce que l'appareil psychique demande. Il ne tolère pas le déplaisir. Parce que le déplaisir, c'est une augmentation de la tension. D'accord? Et donc, face à l'augmentation de la tension, il a plusieurs possibilités pour voir ce qu'il fait avec cette augmentation de la tension. Donc, ou il peut passer à l'action, ou il refoule. Par exemple, il y a donc une différence entre le désir et sa réalisation. Eh ben oui, Serge. Désirer quelque chose, ce n'est pas bon, d'accord, ça dépend comment on le voit. Théoriquement, on va dire que ce qu'on désire, c'est ce qui nous arrive. Théoriquement. Théoriquement, notre désir, mais ce qui nous arrive, mais c'est toujours tordu, parce qu'il y a eu la participation, justement. Non, parce que quand on tombe malade, c'est notre désir qui se manifeste, mais c'est une satisfaction substitutive. Une vie tranquille n'existe pas. Donc, c'est une satisfaction substitutive, le symptôme. Donc, il y a le désir qui s'est satisfait dans le symptôme, et en plus la punition d'avoir désiré ce que vous avez désiré. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable, dans tous les cas, de se psychanalyser pour pouvoir faire face à ces désirs qui, en fait, ne sont pas des désirs, sont des désirs de l'être humain, des désirs que tout le monde a. Nicole dit « Bonsoir, les résistances sont-elles plus difficiles à faire tomber si on entreprend une psychanalyse tardivement? Les traumatismes seront plus complexes et plus difficiles ?» Non, ça dépend, Nicole, du sujet. D'accord? Ça ne dépend pas d'entreprendre tardivement une psychanalyse, ça dépend de chaque sujet. Il y a des sujets qui commencent, quel que soit l'âge, qui commencent leur psychanalyse et qui sont décidés et qui veulent, qui sont décidés et qui vont réussir à passer outre, on va dire, les résistances, c'est-à-dire à continuer. Dans les névroses, on refoule la castration. Dans les névroses, on refoule la castration, par exemple. Non, non, c'est pas qu'on refoule la castration, sinon que on régresse à des époques antérieures à la castration. On essaye de revenir en arrière quand la castration n'existait pas. Le refoulement coûte cher à l'énergie psychique et l'économie psychique. Non, effectivement, merci Féti, parce que ça c'est un élément qui est important. C'est-à-dire parce que quand vous êtes tout le temps fatigué, par exemple, ça c'est parce qu'il y a beaucoup de refoulement, parce que vous êtes en train d'utiliser toute une énergie psychique, non seulement à continuer de refouler, sinon toute cette énergie qui continue à fonctionner pour continuer à maintenir refouler ce qui est refoulé. Et ça, c'est une dépense d'énergie psychique énorme. Bon, c'est comme une force, comme si il y avait de l'eau. Donc on essaye on pousse la porte pour éviter que l'eau pousse la porte et l'ouvre. Et donc il y a une énergie qui maintient la porte fermée pour éviter l'inondation. Et donc ça, c'est une énergie psychique qui est utilisée. C'est pour ça que quand on vient parler en psychanalyse, on gagne en énergie. On termine sa séance et quand on a parlé, on termine, on a libéré de l'énergie. Libéré de l'énergie. Il faut tout de même être motivé pour se mettre à nu. Quand vous voulez vous mettre tout nu comme les petits enfants, comme ça vous baladez tout nu. Non, c'est pas se mettre à nu. Rachid dit on refoule insignifiant ou on refoule désignifiant. Et c'est pas se mettre à nu, c'est apprendre à parler et à dire des choses parce que je pense que c'est notre manière d'être en relation avec le langage. Il y a des gens qui veulent dire la vérité, qui veulent dire la réalité, qui veulent réellement transmettre ce qui s'est passé. Non, il faut apprendre à parler sans chercher à rien attraper. Et ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident parce qu'on vient d'une éducation qui nous dit tout l'inverse. Et en fait, apprendre à parler, apprendre à associer librement, c'est pas se mettre à nu, c'est ne plus chercher à dire la vérité. Je parle sans chercher à dire la vérité, entre autres choses, par exemple. Ou ne pas chercher à dire la vérité, ni d'essayer de transcrire exactement ce qui m'est arrivé, ou ce qui m'est pas arrivé, ou ce que je sens, ce que je ressens. Non. Imaginez que l'on doit penser que, en fait, tout ce qu'on dit, c'est fiction.
Parce que tout ce qu'on dit ne correspond pas à une réalité. Si vous dites tout ce qui vous est arrivé hier, ce n'est pas ce qui vous est arrivé hier. Non, il y a un déplacement entre ce qui vous est arrivé et ce que vous allez dire qui vous est arrivé, il y a une grande différence. Et entre ce que vous sentez et ce que vous allez dire que vous sentez, il y a une grande différence. Donc tout est fiction. Que je parle du présent, que je parle du futur, que je parle du passé, de ce que je sens, de ce qu'on m'a dit, de ce que j'ai vu, c'est de la fiction. Donc si je pense que c'est de la fiction, je dois pouvoir parler beaucoup plus librement. Je dois apprendre à parler beaucoup plus librement. Je ne cherche plus à dire la vérité, je ne cherche plus à essayer de transmettre. Non, il y a des patients qui disent vous me comprenez, vous me comprenez. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'un niveau de compréhension, c'est d'un niveau de libération. De libérer des choses, des images, des phrases, non, de mettre des mots sur des choses qui n'existaient pas avant. Parce que tant qu'on ne parle pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour nous. Ça n'existe pas pour nous. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir mettre des mots sur certaines choses. Comme ça commence à exister pour moi. Si je ne parle pas, par exemple, de l'artiste que je peux être, dans toutes ses possibilités, hein, qu'elle dit Anne, d'où la multiplication des pains. C'est vrai, nous sélectionnons ce qu'on dit. Ben voilà, c'est ça qu'il faut éviter. Hein. C'est-à-dire que la possibilité, on va dire la possibilité de mettre des mots sur l'artiste que je suis. Je peux être un artiste. Tout le monde peut être un artiste. Et en plus, pas seulement avec une seule facette, sinon avec de nombreuses facettes. Alors si je commence à mettre des mots sur cet artiste que je peux être, pour ne donner qu'un exemple, il peut y avoir d'autres choses, eh ben obligatoirement, ça ne veut pas dire que je vais me transformer en artiste, ça veut dire que tout d'un coup, je vais mettre des mots que j'avais jamais utilisés. Je vais faire des phrases que j'avais jamais faites. Et du coup, je vais construire quelque chose qui n'existait pas avant. Par exemple. D'accord? Donc on disait que dans le refoulement, et ça c'est important, c'est-à-dire que l'affect ne peut pas être refoulé. La seule chose qui est refoulée, c'est la représentation. Donc l'élément, le contenu est refoulé, sortir de ces cloisonnements. Effectivement, très bien, si vous voulez. Peu de refoulement, mieux que l'isolement et la dépression. Le refoulé, c'est inconscient, il est caché. Donc, et l'affect qui ne peut pas être, qui va ou se transformer en son contraire, ou prendre une autre forme, ou se déplacer. Nicole, est-ce le transfert, le contre-transfert sont obligatoires en psychanalyse? À quel moment on sait si ça se passe dans la relation soignant-soigné? Alors d'abord, on parle de psychanalyse, on ne parle pas de soignant ni de soigné. Non, ça c'est une autre discipline. Parce que si on mélange toutes les disciplines, on va faire un caca boudin et ça ne va plus avoir la tête de rien du tout. D'accord? Donc c'est important que chacun ait un tiroir. Chacun dans son tiroir. D'accord? La médecine dans la médecine, la psychologie dans la psychologie. En psychanalyse, on ne parle pas de contre-transfert. D'accord? C'est-à-dire que la psychanalyse, on parle du transfert. Le contre-transfert, on va dire, c'est quand, si on parle de contre-transfert, ça veut dire qu'on parle d'une personne qui n'est pas en psychanalyse, qui n'est pas en supervision, et alors il peut, non, avoir ces manifestations qu'on appelle le contre-transfert. Mais sinon, on pense, non, c'est comme, vous devez penser un petit peu, c'est comme, je donne cet exemple, y a-t-il une différence psychiquement entre dire violemment, en criant par exemple ce qu'on pense ou ce qu'on ressent et dire gentiment ces choses-là? Après, chacun fait comme il peut, Ania. Chacun fait comme il peut. Il y a des gens qui tout d'un coup, c'est nous qui devons apprendre, voir s'il crie, il a crié, c'est son histoire à lui, ça ne doit pas me blesser, c'est son histoire à lui. Hein? Bon, pour revenir au contre-transfert ou à cet élément, on va dire, c'est comme l'idée du chirurgien. C'est comme si le chirurgien, quand il doit opérer un patient, il dit « Ah non, mais regardez, c'est une jeune femme de 16 ans, attention, je vais lui ouvrir là, oh, et si je... » Et là, il n'est pas préparé, le chirurgien, pour opérer. Un psychanalyste, c'est la même chose. Un psychanalyste préparé ne va pas avoir de sentiments qui vont se manifester dans une séance.
Ou sinon, ce sont des gens qui ne sont absolument pas préparés, qui ont cessé d'étudier, hein, qui ont cessé d'étudier, qui ont cessé de se psychanalyser, qui supervisent de temps en temps. Alors donc, ils ont des sentiments envers leurs patients ou des choses qui ne correspondent pas, sinon il n'y a pas de sentiments. C'est comme une opération, chirurgicale, l'interprétation psychanalytique. C'est comme une opération chirurgicale. Je dois attendre les éléments qui vont me permettre d'interpréter. Qu'est-ce que le retour du refoulé en psychanalyse? Par exemple, la formation d'un symptôme. Hein. Non, tout ce qui a été refoulé va revenir. C'est toujours, ça retourne toujours. Tous les éléments qui ont été refoulés retournent. Alors, attendez, je vais voir. Non, parce qu'une fois qu'il y a du matériel, c'est pour ça que c'est important, j'insiste, mais c'est vrai que c'est important de se psychanalyser, parce qu'une fois qu'il y a du matériel qui a été refoulé, ce matériel, il fonctionne comme un aimant. Et en fait, il est là, il se dresse pour essayer de capter plus d'éléments pour continuer à refouler. C'est pour ça que je dis que la vie du sujet va se réduire, dans le sens où, en fait, ce qui a été refoulé appelle le refoulé pour continuer à refouler. Le chirurgien s'intéresse à l'organe, pas à la personne. Très bien, Serge. Pour le psychanalyste, c'est la même chose. Il ne s'intéresse pas à la personne, il s'intéresse au sujet psychique, pas à la personne. D'accord ? C'est pour ça qu'il ne s'agit pas de donner des conseils, il ne s'agit pas de vouloir faire le bien, il s'agit d'écouter le sujet psychique, pas d'intervenir sur la personne. Non, c'est pour ça que le psychanalyste, il ne connaît pas son patient. Il écoute le sujet psychique, il n'écoute pas le patient. Il y a eu échec du refoulement, effectivement, Rachid. Mais en fait, il a toujours échec du refoulement, dans le sens où quand il n'y a pas échec, on ne sait pas si ça existe ou ça n'existe pas. Donc c'est pour ça on va considérer qu'il y a toujours refoulement, non? Parce que sinon, on ne sait pas, mais c'est vrai que Freud parle d'un échec du refoulement quand il revient. Non? Amine, bonsoir. Donc, et après, on va voir que les éléments, non? Donc, ce qui est refoulé, le matériel qui est refoulé, une fois qu'il est refoulé, il se développe plus librement, parce qu'il peut échapper, et parce qu'il a échappé au contrôle du moi. Le moi ne peut plus surveiller ce qui se passe, non, dans l'inconscient. D'accord? Donc, ça a été rejeté, refoulé. Donc, à partir de là, ces effets, non, deviennent incontrôlables pour le moi. Non? Et sa charge affective peut s'associer à d'autres représentations et produire des effets dans la conscience, par exemple, des symptômes. Et lorsque les ramifications se sont suffisamment éloignées de la représentation refoulée, les ramifications, elles sont assez loin, elles vont trouver accès libre à la conscience. Là, elles vont pouvoir passer à la conscience. Et il semble que la résistance de la conscience envers ces ramifications est proportionnelle à leur distance de la représentation qui a été refoulée auparavant. D'accord? Donc, ce sont comme des forces, non? C'est comme ce sont des forces psychiques, mais ce sont des forces. C'est pour ça que dans la pratique de la psychanalyse, en fait, nous invitons le patient à produire ces ramifications. C'est-à-dire des branches qui n'ont pas été refoulées, mais qui se rapprochent, non, du matériel refoulé, mais qui sont toujours éloignées, parce que dès qu'ils se rapprochent un peu trop, poum, résistance. Cette notion de sujet psychique est objective. Elle montre le professionnalisme et la neutralité du psychanalyste. Je sais pas, j'aime pas trop ni l'objectivité, ni la neutralité, non? Qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité? Parce qu'après, ce qu'il y a de particulier dans Reda Bonsoir, dans le travail du psychanalyste, c'est qu'après, il est sur le terrain du transfert. Il fait partie du transfert. Donc parfois, il a des phrases, des réactions, des choses qui appartiennent au travail qui est en train de se faire avec ce patient-là,
Alors, c'est-à-dire que le psychanalyste n'est jamais le même avec un patient qu'avec un autre. Parce que selon le transfert, selon ce qui se passe avec le transfert, il peut se passer une chose ou une autre. Donc, neutralité, c'est pas exactement ni objectivité, parce que lui, mais ce n'est pas la personne du psychanalyste qui rentre en jeu, c'est le psychanalyste qui rentre. Il y a deux choses aussi, non, qui sont différentes. Et rappelez-vous, c'est pas que le psychanalyste, parce que quand on parle de contre-transfert, c'est comme si le psychanalyste rentrait en transfert avec le patient. Non. Le psychanalyste est en transfert avec son propre psychanalyste. Il est en transfert avec ses études, avec le travail qu'il doit faire régulièrement, quotidiennement pour sa formation. C'est ça qui lui permet de ne pas, non, de ne pas rentrer en transfert avec le patient. Il n'y a pas rentrer en transfert avec le patient, mais il y a un élément de ce psychanalyste qui va rentrer en jeu, qui va rentrer dans le transfert. Le but du psychanalyste, c'est de ramener le refoulé à la conscience. Un des buts, c'est de mettre des mots sur le matériel qui a été refoulé. Oui. Donc, c'est pour ça que l'association libre, ce n'est pas quelque chose qui est facile, puisqu'en fait, le sujet doit apprendre à renoncer à dire ce qu'il a envie de dire. Sinon, qu'il doit dire ce qui lui passe par la tête, qui n'est pas obligatoirement ce qu'il a envie de dire. Sinon, ce qui lui passe par la tête. Et de pouvoir parler sans se critiquer, sans se juger. Et ça, c'est un travail, non, d'apprendre à faire ça, mais c'est pas une mise à nu, comme dit ça. Il ne s'agit pas d'une mise à nu. Il ne s'agit pas de venir se confesser. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire ce qui nous passe par la tête. C'est différent. Donc, là, et ce qui est intéressant, non, on va voir, parce que l'association libre, c'est pour ça qu'elle est importante, parce que, en fait, le patient va associer librement jusqu'à ce que dans son discours, il va buter sur une idée où la relation avec le matériel refoulé, donc tout d'un coup, elle augmente, on va dire. C'est comme s'il se rapprochait. Et donc le sujet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remettre en place le refoulement, il doit refouler, on va dire, donc pour éloigner cette idée, pour maintenir éloigner cette idée. Parce que dans son association, il s'est rapproché sans s'en rendre compte, et puis tout d'un coup, poum. Et donc c'est là où il y a résistance. J'ai plus rien à dire, silence, ou tout d'un coup, il y a un psychanalyste, est-il forcément médecin? Non, Nicole, non. Il y a un texte de Freud qui est très intéressant, qui s'appelle Analyse profane, où justement Freud il va dire que non. Pourquoi? Parce que un psychanalyste, un médecin peut être psychanalyste. D'accord? Mais c'est pas forcément. C'est-à-dire que si le médecin fait tout le travail qu'il faut faire pour devenir psychanalyste, il peut être psychanalyste comme n'importe qui d'autre. Non, mais il faut faire le travail pour le travail et le travail régulier, hein, qui est qui fait partie du travail que nous devons réaliser. D'accord? Donc, merci de m'avoir accompagné. Alors, vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo. Merci d'avance. C'est le refoulement du refoulement. Non, on va pas refouler le refoulé. Sinon, on va maintenir le refoulé. Non, c'est une tentative de répéter le refoulement. Alors, première chose, merci de partager cette vidéo sur vos réseaux. Et deuxième chose, pour tous ceux qui veulent continuer à apprendre, il y a un cours qui commence dimanche qui s'appelle La vie à deux, où nous allons parler un petit peu de ces structures, de cet appareil psychique qui va présenter d'un côté de ce que c'est, selon la psychanalyse bien évidemment, ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'une femme, et qu'est-ce que c'est que la rencontre entre ces deux sujets, non, ces deux sujets tout à fait particuliers. On va dire, Marie-Thérèse, merci à vous, merci à Kim, merci Marilyn, Bibi, Sabrina, donc merci à vous de partager sur vos réseaux. Et si vous voulez continuer à étudier, il y a ce cours qui va être super intéressant et accessible
à tous sur La vie à deux que je vous recommande vivement. Nicole, bonsoir. Frédéric, au revoir. Hello Pops, au revoir. Marlène, merci à vous. Et donc, on continue mardi prochain parce qu'on n'est pas encore en vacances. Nadine, bonne soirée. À mardi prochain. Allez, au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci à vous, Serge. Merci. Au revoir.